Est-il possible en 2022 de faire une série qui soit basée sur l'univers du jeu de rôle de table, le heavy metal, et les codes des films d'horreur des années 80? Oui, absolument. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog sur la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. J'en avais déjà fait un sur la partie 1, je vous y renvoie. Là, je vais vous parler donc de cette deuxième partie plutôt singulière, puisqu'elle avait un épisode 7 qui durait 1h40 et un épisode 8 qui durait 2h30. Impossible, trop long, ennuyant, pari impossible à relever? Je vous raconte ça tout de suite. Mec, le plus métal que jamais! Nos amis sont éparpillés aux quatre coins des États-Unis, voire même du monde. Coincés en Russie, les parents essaient de trouver un moyen désespéré de rentrer aux États-Unis, car ils savent que désormais, le monstre qui se trouve dans la dimension parallèle veut s'en prendre directement à leurs enfants. 11, de son côté, est en train de monter un plan pour essayer de combattre cette créature soi-disant imbattable, alors que son père essaye de la dissuader. Mike et ses copains, eux, essayent de retrouver tout simplement 11, et de leur côté, à Hawkins, nos amis mettent en place un plan pour s'attaquer une bonne fois pour toutes au monstre qui a tout créé depuis le début de la série, Vecna. Le problème, c'est que pour que leur plan fonctionne, Max doit être à nouveau l'appât. On retrouve tout de suite tous les éléments qui faisaient le succès de la série, et notamment ceux qu'on avait déjà retrouvés dans la première partie de la saison 4. Le ton très 80s de l'aventure est toujours présent. Ce sont des teenagers des années 80, plutôt insouciants, et qui, à force d'être confrontés à des monstres et à des éléments difficiles, finissent par devenir de plus en plus adultes. Sachant que nos personnages avaient franchi le cap de l'enfance pour devenir petit à petit, dans cette nouvelle saison, des adolescents. Et donc, tous les éléments qui ont fait le succès de la saga sont bien présents. Le fameux ton 80s, l'écriture extrêmement précise des Duffer Brothers, qui a ses petits soucis, on y reviendra, mais qui globalement dessine des personnages cohérents de bout en bout, et une réalisation qui suit avec grand talent la qualité d'écriture, le développement des personnages, et ce ton réellement 80s, des monstres réellement dangereux, violents et franchement flippants, complètement tirés de films des années 80, The Thing, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé dans la première partie. Cette deuxième partie de saison 4, qui est donc découpée de manière très audacieuse par les Duffer Brothers, en simplement 2 épisodes, réunit en quelque sorte la genèse de la fin et la fin. Dans la première partie, donc dans l'épisode 7, on va suivre essentiellement l'histoire de 11, comment elle va devoir se préparer en se confrontant à son père, à aller combattre Vecna, le monstre, l'ennemi, qui va donc être le principal adversaire de nos amis dans le dernier épisode qui va tourner essentiellement autour de ce plan, et comment nos différents groupes vont s'aider les uns des autres, parfois à distance, parfois même à très très grande distance. Le personnage de Max a un trajet dans la saison qui est absolument magnifique, qui est très beau dramatiquement et qui est très fort, notamment dans son rapport avec son petit copain et comment ils finissent par se retrouver malgré les très grandes angoisses à travers laquelle elle est obligée de passer. Et je ne vous spoilerai rien, mais la série va jusqu'au bout de son intensité. Cette fois, on va dire, il y a des morts et ça a du poids. On arrive enfin à être touché, puisque dans les saisons précédentes, notamment dans la saison 3, on avait des personnages qui mouraient, mais c'était un peu moins important, on les connaissait un peu moins, on avait du mal à en saisir l'impact. Là, cette saison 4 assume beaucoup mieux les conséquences des saisons précédentes, et le personnage de Max l'incarne très très bien, notamment avec le décès de son frère dans les saisons précédentes, qui amène vraiment un poids dans ses actes, dans ce qu'elle dit, et dans son rapport notamment au monstre de cette saison, qui est donc un monstre qui va d'abord et avant tout chercher ce qu'il y a de plus noir au fond de votre âme. Et Max a des choses entre guillemets à confesser, et les différentes séquences où il y est confronté fonctionnent très 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 bien, elles sont cauchemardesque à souhait, ça fonctionne, c'est probablement une des plus grandes qualités de cette saison. Toutes les séquences de cauchemar sont absolument excellentes.
Mais 11 n'est pas en reste, évidemment. Elle traverse cette histoire de manière très très violente. On avait vu dans le premier arc de la saison à quel point toute son histoire était extrêmement forte et liée complètement à la source de tout ce qui se pratiquait de manière consciente ou inconsciente. Elle avait dû trouver sa place là-dedans, savoir si elle avait été un monstre, si elle avait fait des choses horribles comme elle le pressentait ou pas, ou s'il s'était passé encore autre chose. Et tout ce trajet-là était absolument passionnant et c'était probablement le point le plus intéressant de la première partie de cette 4e saison. Et du coup, naturellement, elle catapulte à elle toute seule toute l'histoire du 7e épisode et toute l'histoire du dernier épisode, avec vraiment une grande force et notamment une présence, une omniprésence, puisqu'elle fait le lien entre les différents personnages et les différents membres du groupe, en étant encore une fois le centre, Millie Bobby Brown étant excellente dans le rôle. On a de nouveau des séquences extrêmement touchantes, le rapport notamment entre 11 et Max est très beau, et même s'il était un petit peu, de mon point de vue, un peu surfait dans les premières saisons, on comprend beaucoup mieux où ils veulent en venir maintenant. Ces deux filles qui ont réussi à se libérer l'une l'autre, toutes les deux d'une histoire familiale très violente, chacune par son prisme, 11 ayant dû fuir, ayant dû se créer une autre vie parce qu'elle est tout simplement très particulière, Max ayant dû trouver sa place dans une famille où le frère avait pris le dessus et où il était extrêmement violent, et ça marche très très bien. On comprend vraiment dans cette saison ce qui a fait que leur chemin est parallèle, et ça donne une force à la conclusion de la saison qui est franchement impressionnante. Je dis que 11 et Max sont un peu au-dessus parce qu'en parallèle, les autres personnages ont des histoires intéressantes, mais qui sont par définition dramatiquement un peu plus en retrait, un peu moins profondes, un peu moins violentes, mais qui sont intéressantes malgré tout. Je donnerai l'exemple simplement de l'histoire de Nancy et Steve, qui se développe de manière assez étonnante et qui est assez touchante, notamment par la transformation du personnage de Steve, qui dans la première saison était un peu un con, qui petit à petit devient ami avec les gamins et qui commence vraiment à faire partie de l'équipe, et qui là commence à prendre toute sa valeur dans cette saison en étant réellement un homme d'action, et qui a des valeurs simples finalement, mais des valeurs tout aussi défendables et touchantes que ce que Nancy peut vouloir dans la vie en général. Donc c'est plutôt touchant, leur rapprochement tout au long de la saison est bien écrit et donne lieu à de très beaux dialogues. Mais je donnerais plutôt comme exemple un petit peu exagéré, un petit peu fort, le personnage de Robin, qui est donc cette copine lesbienne de Steve depuis la saison 2, si je dis pas de bêtises, ou la saison 3, je ne sais plus, et qui est intéressant, qui est un personnage assez drôle, qui est assez frontal comme ça, qui a une tendance à s'emballer quand elle est stressée et tout, mais qui fait bien partie de l'équipe et qui apporte des éléments notamment au niveau de l'enquête qui sont cool, qui est un personnage vraiment qui a sa place. Je dis juste que son arc narratif autour de son histoire d'amour, avec une autre fille du lycée, je l'ai trouvé pour le coup un peu moins nécessaire dans l'histoire. Cohérent pour le personnage, il fallait lui donner un chemin dans la saison, et je pense que c'est une qualité d'avoir conscience de ça chez les Duffer Brothers, c'est-à-dire de prendre des personnages non pas comme des épiphénomènes de l'histoire principale, mais bien des personnages avec une histoire qui doit aller jusqu'à un point donné, mais j'ai pas trouvé que c'était nécessaire, et c'est un petit peu à l'image du traitement, j'ai envie de dire, des personnages dans cette saison-là. Il y a ce prisme entre Robin qui finalement finira assez loin des enjeux principaux de la saison, et les Max et 11 qui vont être franchement très très forts et très présents dans l'histoire et qui vont être finalement les personnages les plus importants émotionnellement. Je ne dis pas que les adultes n'ont pas des trajets intéressants aussi, mais j'ai trouvé, comme je vous le disais déjà dans ma critique de la partie 1, que toute la partie en Russie, je la trouve un petit peu moins efficace, un petit peu moins emportante. Intéressante, mais je la trouve aussi très exagérée, le personnage de Jim Hopper devenant littéralement un Rambo, ça c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient pu éviter. Mais j'insiste, ce qui fait que je trouve que cette saison 4 est absolument excellente, c'est l'apport de personnages secondaires qui est franchement bien maîtrisé. On a notamment le leader blond, on va dire, de l'équipe de basket, qui est un peu une caricature, dont on comprend la blessure, mais qui dérape un petit peu sur la fin, mais qui est un personnage franchement intéressant, je trouve aussi, et qui a une certaine profondeur avec ce qu'il apporte. Mais évidemment, le personnage à qui ils ont donné un moment de gloire absolument dingue, absolument métal, c'est Eddie Munson, le fameux capitaine de leur équipe de jeu de rôle, qui est en fait un fan de métal, et qui se retrouve à vivre une des séquences les plus métal que j'ai vues à la télé ou au cinéma de ma vie, sur Master of the Puppets de Metallica, un truc de fou, je ne vais pas vous le spoiler, beaucoup trop de gens l'ont déjà spoilé, et c'est dommage, découvrez-le dans la série, c'est absolument génial. L'imagerie est métal, le sens est métal, et c'est sur du métal. Alors franchement, ils auraient pu difficilement faire mieux que ça, même si, en étant moi-même petit fan de Iron Maiden, j'avais eu l'espoir, à cause d'un foreshadowing dans l'épisode 8 notamment, qu'il allait nous jouer un morceau de l'album Peace of Mind que j'adore, que je trouve absolument génial. Bref, on a eu un truc de fou,
Et en plus, cette séquence est héroïque, et en plus, en termes scénaristiques, elle fonctionne, et en plus, le personnage est réellement touchant, et le rapport qu'il a avec les autres personnages est très beau, globalement, notamment avec Steve et avec d'autres. Ça fonctionne vraiment très bien, et c'est clairement un indice que la saison et la série est de très haute qualité, quand des personnages secondaires introduits 6 épisodes plus tard arrivent réellement à toucher et à t'émouvoir au 9e épisode. C'est vraiment du très très beau travail. What are you looking for? Madonna, Blondie, Bowie, Beatles, music! We need music! This is music! Si je devais pointer un défaut ou une limite, pour moi ça fonctionne très très bien, mais il faut qu'on se comprenne. Tout le principe de cette saison 4, c'est de faire se séparer les personnages pour les faire monter en crescendo vers cet épisode 9. Et quand on commence à arriver à des épisodes qui font 1h40, voire 2h30 comme le dernier, tout le principe du crescendo ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire aller les personnages dans la même direction, de les faire se rejoindre ou pas, mais que les conséquences de leurs actions des uns et des autres aient des conséquences sur les uns et les autres. Et ce type de montage, vous en avez un exemple extrêmement, j'ai envie de dire, gargantuesque, limite jusqu'à l'overdose, dans Inception de Christopher Nolan, où on a, je crois, c'est 4 ou 5 niveaux de réalité, donc de rêves, qui vont avoir des effets les uns sur les autres en cascade. Et je pense que c'est un excellent film qui montre que ces séquences-là ne fonctionnent plus, parce qu'arrivé à passer le 3e niveau, on commence à avoir du mal à resituer où se passe quand quoi. C'est un film que j'aime beaucoup sur plein de points, mais les effets des rêves sur les rêves sur les rêves, ça, pour moi, ça a prouvé que c'était très difficile à faire tenir en l'état. Je dis pas qu'on peut pas trouver une manière de le faire, mais en l'occurrence, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Et donc, vous me sentez venir avec mes gros sabots. Ce style, il est lourd. Il a une emphase à laquelle on ne peut pas croire si on n'a pas réussi à accrocher au personnage. Si on est resté ne serait-ce qu'un tout petit peu à quai, on va trouver ça long, on va trouver ça lourd, on risque même de commencer à s'emmerder. Parce que le problème du crescendo, c'est que tu dois être sûr d'emmener le spectateur. En général, quand tu fais un crescendo, tu sais que tu vas petit à petit, donc le public va commencer à être dedans et tu vas l'emmener jusqu'au pic. Mais c'est pas toujours le cas, un film c'est beaucoup d'éléments ensemble. Et l'écriture de Stranger Things, des personnages, est une écriture des années 80. C'est quand même des codes assez particuliers et une manière très datée d'envisager l'histoire. Les Duffer Brothers, ils font des histoires rondes. Il n'y a quasiment pas d'aspérité, il n'y a pas de truc qui se perd en chemin. Et ça les inquiète, ils ont besoin de faire des chemins qui soient extrêmement précis. Je donnais l'exemple du personnage de Robin, ils auraient pu se contenter d'en faire une sidekick dans cette saison-là. Non, il fallait lui donner cette histoire d'amour et qu'elle retrouve son truc à la fin, enfin voilà. Il faut que les personnages retombent sur leurs pieds tout au long de la saison. Ça, c'est un truc très années 80. Hein. L'écriture des séries actuelles ne se préoccupe pas beaucoup de ça. Au final, ce côté crescendo, ce côté montée en puissance toujours plus fort, avec un épisode carrément à 2h30, eh ben, je m'en doute, il y a des spectateurs qui vont pas aimer, qui vont trouver que c'est trop long. Et j'ai envie de répondre à ces spectateurs, ce n'est pas vrai. C'est pas que c'est trop long, c'est que ce style-là ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Ce que je respecte et comprends tout à fait. Mais ne dites pas que c'est trop long, parce que c'est au prix de cette longueur que le crescendo peut commencer à fonctionner. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fonctionne bien! Parce que oui, terminons là-dessus, mais qu'est-ce qu'elle est intense cette fin de saison de Stranger Things. Waouh! Ça faisait un moment qu'une série télé m'avait pas embarqué comme ça. J'ai absolument kiffé les 2 derniers épisodes avec un grand plaisir. Leur longueur n'a pas été un problème. Leur tendance à vouloir en faire des caisses sur ce que les personnages ressentent sur les uns pour les autres, même si c'est pas toujours très subtil. On a notamment un personnage qui dit à un autre qu'il est le cœur de leur équipe. C'est pas toujours très subtil en termes d'écriture, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est très années 80, hein, donc ça, on aime ou on n'aime pas, ça je peux comprendre tout à fait. Mais par contre, qu'est-ce que c'est, pour peu qu'on accepte ces codes, qu'est-ce que c'est intense. J'ai été vraiment très ému pour les personnages, la fin de la saison est dramatique au possible, elle est d'une grande beauté, et il y a vraiment des effets de réalisation, mais qui sont absolument superbes. Je noterai ce superbe travelling avant, sur une sorte de faille de cratère, qui se dessine entre une maison et tout un village, avec de la lave et tout, avec un bruit de cloche au ralenti qui se répète, c'est un truc, mais c'est terrifiant, c'est la fin du monde, quoi. J'ai rarement vu une fin du monde aussi bien mise en scène, c'est génial, ça a mis une tension de fou dans cette saison, et mon Dieu, qu'est-ce que ça a pu catapulter mon désir de voir cette fois, avec grande impatience, la saison 5 de Stranger Things. Vous avez compris un peu le truc, il y a des codes du film d'horreur, il y a des codes du spectacle qui sont tellement bien maîtrisés que
Pour peu qu'on rentre dans ce crescendo, on va aller tout en haut là-haut et on va jamais redescendre.